Cotonou, 16 janvier 1977. Un dimanche matin. Le soleil se lève sur la capitale économique du Bénin, baignant la ville d'une lumière douce. Dans les rues, la vie s'éveille lentement, au rythme paisible d'un jour de repos. Les fidèles se rendent à l'église, les marchés commencent à s'animer. Personne ne se doute encore que ce jour, gravé à jamais dans la mémoire collective, va basculer dans le chaos. Une ombre menaçante plane sur ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Une ombre venue de la mer, prête à déferler sur une nation qui ignore tout du drame qui se noue. L'histoire est en marche, et elle s'apprête à frapper. À la tête de l'État, le commandant Mathieu Kérékou. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1972, il a radicalement transformé le pays, anciennement le Dahomey. En 1975, il proclame la République populaire du Bénin et impose une voie unique. Le marxisme-léninisme. Le pays vit sous l'égide du parti unique, avec ses discours révolutionnaires, ses nationalisations et son alignement sur le bloc de l'Est. Kérékou a fait de son pays un pion stratégique sur l'échiquier de la guerre froide en Afrique. Cette orientation idéologique lui vaut de solides inimitiés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où les puissances occidentales et certains voisins voient d'un très mauvais œil ce foyer révolutionnaire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, un homme incarne l'antithèse de cette idéologie, Bob Denard. Une légende dans le monde trouble des affreux, ces soldats de fortune qui monnaient leur expertise militaire. Ancien de la marine française, vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie, Denard s'est illustré au Congo, au Yémen, au Biafra. Il est l'homme des missions secrètes, le bras armé non officiel de la France-Afrique. Charismatique et impitoyable, il est considéré par ses employeurs comme un outil efficace et par ses détracteurs comme un pirate des temps modernes, un corsaire de la République, agissant dans l'ombre. L'opération qui se prépare, nom de code Opération Crevette, est le fruit d'une coalition d'intérêts. Derrière Denard, on trouve le soutien de plusieurs États. Le Maroc du roi Hassan II, qui fournit la base arrière. Le Gabon d'Omar Bongo et le Togo de Gnassingbé Eyadema, inquiets de la contagion révolutionnaire de leurs voisins. Et surtout, l'ombre de la France de Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaite neutraliser ce régime pro-soviétique. Pour ces puissances, le Bénin de Kérékou est une anomalie à corriger, une pièce mal placée sur l'échiquier africain qu'il faut remettre dans le camp occidental. Le plan, mis au point dans le plus grand secret, est d'une audace folle. Il repose sur la vitesse et la surprise. Une centaine de mercenaires, majoritairement français, doivent décoller du Maroc à bord d'un DC-7, atterrir en force à l'aéroport de Cotonou et en quelques heures, prendre le contrôle des points névralgiques. Le palais présidentiel, la radio, le camp militaire. L'objectif est de capturer ou neutraliser Kérékou et d'installer un gouvernement d'opposants en exil. Un coup d'État chirurgical, propre et rapide. Du moins, c'est ce qui est prévu sur le papier. Alors que l'avion fend le ciel africain, transportant sa cargaison d'hommes en armes vers un destin incertain, à Cotonou, la vie continue, paisible et ignorante. Deux mondes que tout oppose sont sur le point d'entrer en collision. Dans quelques instants, le bruit des armes va déchirer le silence du dimanche matin et le Bénin va basculer dans une journée qui marquera son histoire au fer rouge. À l'aube du 16 janvier, les avions des mercenaires surgissent dans le ciel béninois. L'attaque commence. Mais les mercenaires n'avaient pas prévu la réaction du peuple béninois. Spontanément, la population se soulève. Hommes, femmes, enfants bloquent les routes et résistent aux envahisseurs. L'armée béninoise, entraînée par des conseillers nord-coréens, riposte avec une efficacité redoutable. Au lever du jour, le silence qui s'abat sur Cotonou est assourdissant, rompu seulement par le crépitement des derniers feux. En quelques heures, le coup d'État a viré au fiasco. Les mercenaires battent en retraite dans le plus grand désordre, abandonnant tout, fusils d'assaut, caisses de munitions, postes de radio et même des documents précieux qui révéleront l'ampleur du complot. Leurs espoirs de conquête se sont évaporés dans la fumée. Pour les forces armées béninoises et la population qui s'est courageusement mobilisée, c'est une explosion de fierté. Mais la victoire a un goût amer. Le sol est jonché de douilles et marqué par le sang des martyrs. L'heure n'est pas seulement à la célébration, mais au recueillement et à la recherche de réponses. Qui a osé s'attaquer à la souveraineté du Bénin? Mathieu Kérékou comprend que cette victoire militaire doit se transformer en un triomphe politique. Devant les micros, puis à la tribune de l'Organisation de l'Unité africaine, il ne se contente pas de dénoncer une agression. Il livre un réquisitoire enflammé contre le néocolonialisme.
sa voix résonne, accusant des forces étrangères, tapies dans l'ombre, de vouloir déstabiliser les régimes progressistes du continent. Pour Kérékou, l'attaque contre Cotonou n'est pas un acte isolé, c'est une attaque contre l'Afrique tout entière, contre son droit à l'autodétermination. Ce discours galvanise ses pairs et renforce son image de leader panafricaniste. Sur le plan intérieur, il consolide son pouvoir, unifiant la nation derrière lui face à l'ennemi extérieur, transformant une tentative de renversement en une puissante affirmation de son autorité. L'onde de choc se propage à travers le continent. Les réactions diplomatiques sont vives. De Conakry à Lagos, les dirigeants africains condamnent unanimement l'agression. Pour beaucoup, l'attaque est un avertissement terrifiant. Aucune nation n'est à l'abri. Omar Bongo du Gabon est l'un des premiers à exprimer sa solidarité. Pourtant, dans les coulisses, les soupçons se cristallisent. Des documents saisis et les premiers interrogatoires pointent vers une implication du Gabon et du Maroc du roi Hassan II, accusé d'avoir fourni un soutien logistique et financier. Une ironie qui n'échappe à personne. Le Bénin porte l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dépêche une mission d'enquête. Le monde a les yeux rivés sur ce petit pays qui a osé défier une conspiration internationale. L'enquête de l'ONU confirmera les soupçons, mais sans entraîner de sanctions concrètes, illustrant les limites de la justice internationale. Cependant, pour le Bénin, la victoire est totale. Ce 16 janvier 1977 s'inscrit en lettres d'or dans le roman national. Il devient un jour férié, le jour des martyrs, commémorant le sacrifice de ceux tombés pour la patrie. Plus qu'une date, c'est un symbole. Le jour où David a terrassé Goliath, où un petit pays d'Afrique, uni, a dit non à l'arrogance des mercenaires et de leurs commanditaires. L'échec de l'opération Crevette devient une légende, un récit de résistance qui inspirera d'autres nations. L'histoire a été écrite, non par les agresseurs, mais par le courage d'un peuple qui a refusé de se soumettre. Cette histoire incroyable du Bénin de 1977, celle de l'opération Crevette, nous rappelle avec une force saisissante que le destin d'un peuple se joue parfois en un seul jour. Le 16 janvier n'était pas une date comme les autres. Ce fut un point de bascule, une épreuve du feu qui a forgé l'âme d'une nation. Au-delà de la simple chronique militaire d'une invasion déjouée, ce que nous avons exploré ensemble est le récit universel de la résilience. C'est l'histoire d'un peuple qui, face à l'agression et à la tentative de déstabilisation néocoloniale, a choisi de se dresser, uni et déterminé. L'échec des mercenaires n'était pas seulement une victoire tactique pour les forces armées populaires du Bénin, ce fut une victoire idéologique retentissante. Elle a affirmé, aux yeux du monde, et surtout aux yeux des Béninois eux-mêmes, que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui se défend avec courage et conviction. L'héritage de cette journée est complexe et profond. Il a consolidé le régime de Mathieu Kérékou, lui offrant une légitimité populaire indéniable, mais il a aussi gravé dans la mémoire collective l'importance de la vigilance et de l'unité nationale. C'est un héritage qui résonne encore aujourd'hui dans les rues de Cotonou et dans le cœur de la diaspora. Un rappel constant que la liberté est un combat de tous les instants. Cette journée nous enseigne que l'histoire n'est pas une suite d'événements lointains et déconnectés. Elle est une force vivante qui façonne notre présent et éclaire notre avenir. Comprendre le 16 janvier 1977, c'est comprendre une part essentielle de l'histoire post-coloniale africaine. Une histoire faite de lutte pour l'autodétermination, de défis immenses et de triomphes éclatants. Chaque nation porte en elle des récits de ce genre, des moments fondateurs où son identité s'est cristallisée. Et c'est précisément pour faire vivre ces récits, pour leur donner la voix et la lumière qu'ils méritent, que Chroniques des temps saints existe. Notre mission est de plonger au cœur de ces moments cruciaux, de dépoussiérer les archives et de raconter les histoires qui ont façonné notre monde, souvent loin des projecteurs des grands médias. Si ce voyage au cœur de l'histoire du Bénin vous a captivé, si vous croyez comme nous que comprendre le passé est la clé pour bâtir un avenir meilleur, alors nous vous invitons à nous rejoindre. Ne vous contentez pas de regarder, devenez un acteur de cette aventure. Abonnez-vous dès maintenant à Chroniques des temps saints pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Nous continuerons d'explorer les récits puissants et méconnus de l'Afrique, du Moyen-Orient et des grandes civilisations qui ont laissé leur empreinte sur l'humanité. Votre abonnement est le carburant qui nous permet de poursuivre nos recherches et de produire un contenu de qualité, indépendant et rigoureux. Mais votre soutien peut aller plus loin. Chaque like que vous laissez sous cette vidéo est un signal fort qui nous indique que ce type de contenu vous intéresse et nous encourage à persévérer.
Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux. Aidez-nous à faire en sorte que l'histoire de l'opération Crevette, et tant d'autres, ne soit jamais oubliée. Le partage est l'arme la plus puissante contre l'oubli et la désinformation. Et surtout, rejoignez la conversation dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos connaissances, posez vos questions. C'est dans cet espace d'échange que notre communauté de passionnés d'histoire prend vie. Vos suggestions nous inspirent pour nos futurs sujets. Ensemble, continuons à explorer les pages fascinantes du grand livre de l'humanité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle chronique.